Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cet auditoire d'Unibastion. Je me présente, je suis le professeur Jérôme Pugin, vice-doyen de la faculté de médecine, et en ma qualité de vice-doyen et au nom de notre décanat et de l'Université de Genève, c'est un plaisir et un honneur d'introduire les conférences et de présenter surtout les conférenciers de ce soir sur le thème de l'histoire du sida. Voilà une maladie qui n'a que 35 ans d'âge et qui a déjà une histoire absolument extraordinaire et unique dans les annales de la médecine et de l'humanité à raconter. L'histoire du sida, c'est l'histoire de l'émergence de ce virus qui a eu des conséquences planétaires et qui continue d'en avoir dans le domaine médical, bien sûr, mais également de par ses dimensions psychologiques, socioculturelles et politiques. J'ai le privilège de bien connaître les deux orateurs de ce soir, pour avoir travaillé avec l'un et avec l'autre. Je vais peut-être commencer par Alexandra, qui s'exprimera en deuxième. La professeure Alexandra Calmy est genevoise. C'est un pur produit, avec les guillemets bien sûr, de notre université. Et on peut en être fier tant elle irradie au sein de notre hôpital, de notre faculté, mais également au niveau de la planète, de par son engagement humanitaire. Interniste et infectiologue, elle s'est rapidement tournée vers la problématique du sida et particulièrement sur les complications des trithérapies au moment où on a commencé à stabiliser les patients affectés, mais avec des médicaments qui avaient des effets secondaires. Elle va d'ailleurs reprendre l'unité sida lorsque le professeur Bernard Hirschel a pris sa retraite. Alexandra est sur tous les fronts. Elle apporte et développe une dimension humanitaire par un engagement personnel et fort auprès d'organisations comme Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé, la Cohorte VIH suisse, la Commission fédérale sur la santé sexuelle, pour ne citer que quelques-unes de ses fonctions en dehors de la faculté. Son action dépasse l'univers du sida d'ailleurs, et elle a par exemple participé à la réponse à l'épidémie d'Ebola en se déplaçant dans un centre de traitement au Libéria lors de la dernière épidémie fin 2014, alors qu'elle est mère de famille. Sa production académique est impressionnante. Seulement cette année, Alexandra Calmy a été auteure ou co-auteure d'une quarantaine de publications dans d'excellentes revues scientifiques. Dans notre faculté, elle représente littéralement un modèle, un rôle modèle, comme disent les anglo-saxons, pour les jeunes médecins, pour nos étudiants. Et c'est une oratrice excellente, comme vous pourrez le constater tout à l'heure. Le professeur Bernard Hirschel, lui, un médecin, un scientifique d'exception, doté d'une personnalité remarquable, une figure emblématique de la lutte contre le sida, et extrêmement attachante pour ceux qui l'ont côtoyé. Bernard est un homme libre, il s'exprime librement, éminemment pragmatique, doté d'une capacité de travail et de convaincre hors du commun. C'est un rassembleur. Traitant de front les problèmes, n'ayant aucune peur du politiquement incorrect. C'est peut-être pour cela qu'il s'est attiré d'ailleurs le respect de nos collègues politiques d'ailleurs. Et c'est à Bernard que l'on doit des choses comme en parlant avec ses malades, pour citer certaines phrases qu'il a dû prononcer et qui vont faire écho certainement ce soir. Maintenant que vous êtes stable sous votre traitement, on pourrait essayer de l'arrêter de temps en temps. Alors, le dire comme ça peut paraître simple ou bizarre, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Ou alors, votre virémie est indétectable, vous ne risquez plus de contaminer votre partenaire. Voilà. D'avoir aussi, de manière à nouveau visionnaire, créé un lobby pour les traitements de substitution des drogues dures et les échanges de seringues qui ont eu pour effet de quasiment faire disparaître la transmission du VIH dans le groupe à risque des toxicomanes. Bernard est un modèle pour 2 ou 3 générations de médecins à Genève, j'en fais partie. J'ai été ton élève Bernard et j'en suis fier, tu m'as tant appris. Tu continues ta carrière à un poste que tu occupes avec brio comme président de la commission d'éthique cantonale du canton de Genève, car il n'y a pas de retraite pour Bernard Hirschel. Finalement, Bernard est un présentateur hors catégorie, un conteur captivant, et je lui cède la parole pour qu'il puisse vous le prouver. Merci beaucoup.
Histoire du sida. Première partie, les années sombres. On part 38 ans en arrière, novembre 1980. Fut hospitalisé un patient africain avec cette radio du poumon. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir les radios du poumon, en principe, ce qui est noir, c'est de l'air, et dans le poumon, il faut qu'il ait de l'air, autrement on ne peut pas respirer. Alors, vous voyez ici qu'il y a beaucoup trop de blanc. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, chez ce patient qui provenait donc de Kisangani, ancien Stanleyville, dans le Congo, c'était une tumeur que d'habitude on ne trouve que sur la peau et qui s'appelle sarcome de Kaposi, décrit par un Hongrois appelé Kaposi, chez des hommes d'origine méditerranéenne d'un certain âge. Mais il avait également une méningite rare, une méningite d'un certain champignon. On n'y a absolument rien compris. Et le patient est mort sans qu'on ait su s'expliquer de ce qui lui était arrivé. Regardez la date, novembre 1980. En fait, on n'y comprenait rien parce qu'il avait une maladie qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Elle était décrite la première fois 6 mois plus tard, en mai et juin 1981, par 2 publications de renommement très connues dans un journal qui s'appelle Morbidity Mortality Weekly Report, publié par le Centre de contrôle des maladies à Atlanta, aux États-Unis. Ces 2 articles décrivaient donc une maladie particulière, une pneumonie due à un autre champignon appelé pneumocystis, des infections à un virus, cytomégalovirus, et la tumeur qu'avait notre patient, le sarcome de Kaposi, chez des hommes qui étaient apparemment en bonne santé auparavant et qui avaient ceci en commun d'être homosexuels. C'est par ces articles que la notion du sida est devenue connue. À Genève, le premier cas diagnostiqué tel par mon collègue et ami Daniel Leb fut hospitalisé 1 année plus tard environ. Il s'agissait d'une femme. Vous voyez ici à gauche sa radio du 25 juillet, à droite la radio du 16 août. Inutile de dire que ça n'allait pas bien et elle est décédée par la suite. Vous voyez le rapport d'autopsie signé par un certain Inger qui depuis est devenu très connu dans la République. C'était le premier cas de sida, mais alors quel lien entre une dame de 44 ans mariée, épouse d'un chauffeur de taxi, et les homosexuels à San Francisco? C'était le 5e cas d'une femme avec le sida connu dans le monde. On n'y comprenait toujours pas grand-chose. Les premières évidences se sont donc accumulées entre 1981 et 1983. Il s'agissait d'une maladie contagieuse, transmise par voie sexuelle, par des transfusions, par des injections contaminées chez les personnes qui utilisaient des drogues, et une transmission également de mère à nouveau-né. Il devait s'agir d'un agent infectieux, mais lequel? Il y avait des hypothèses plus ou moins farfelues, mais l'attention s'est concentrée sur la possibilité d'une origine virale. Alors là, il faut que je vous parle rapidement des 2 professeurs qui, dans la découverte du VIH, ont joué un rôle. Il s'agit de Luc Montagnier et de Robert C. Bob Gallo. Personnalité très contrastée. Luc Montagnier est un professeur français avec une carrière pour ce niveau relativement modeste, plutôt timide, parlant l'anglais, disons, comme un français, et orateur extrêmement peu brillant. Par contre, Bob Gallo, c'est une véritable vedette à la tête d'un des plus grands laboratoires des États-Unis,
avec une grande équipe de collaborateurs qui lui était extrêmement dévouée. Par ailleurs, mâle italien avec une très belle femme, une encore plus belle maîtresse, etc. Donc, contraste très important, tout parlait en faveur de Bob Gallo, sauf un petit détail, il avait tort et Luc Montagnier avec la bonne piste. On s'imagine mal l'effervescence médiatique autour de Bob Gallo à l'époque. Vous le voyez ici entouré de journalistes. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un congrès à Bruxelles en 1983 ou 1984. Alors, le soir, je me promenais dans la vieille ville de Bruxelles, je voyais un attroupement avec des caméras TV, des lumières, etc. Alors, je suis allé voir ce qui se passait. Eh bien, il filmait Bob Gallo qui mangeait des moules dans un restaurant. Il y a aussi l'équipe des cliniciens, vous les voyez ici, à gauche, Willy Rosenbaum, par exemple, qui fournissait des échantillons au laboratoire de Luc Montagnier, qui a donc découvert, en 1983, et décrit l'isolation d'un virus qu'il s'appelait LAV, Lymph Adenopathy Associated Virus, BRU, à cause du nom du patient dont il pensait avoir isolé le virus, qui s'appelait Brunier. Il montre qu'une série de malades sidéens avaient des anticorps contre ce virus. Alors, cette découverte était à la base d'un test diagnostique développé par l'Institut Pasteur. Une année plus tard, Gallo et al. Rapportent l'isolation de ce qu'ils appelaient, HTLV3SF pour San Francisco, provenant selon eux d'un patient homosexuel de San Francisco, montre qu'une série de patients sidéens ont des anticorps contre ce virus, et ceci fut à la base d'un test de diagnostic développé par les laboratoires Abbott. Ce qui est moins bien connu, c'est qu'avec le progrès des méthodes de séquençage génétique, en 1987, on a prouvé que les séquences de HTLV3SF et de LAV-BRU étaient identiques. Alors, vous réalisez peut-être pas tout de suite, comme moi à l'époque, que c'était un problème, parce que le virus est tellement variable que deux séquences identiques doivent provenir non pas du même patient, mais du même échantillon. Donc, comment quelque chose qui était isolé d'un patient en France pourrait être la même chose qu'un virus isolé d'un autre patient à San Francisco? Alors, ça a créé une grande controverse. En 1990, le journaliste américain John Crutzen a publié une violente attaque contre Gallo, d'abord dans le journal Chicago Tribune, puis dans un livre, l'accusant, entre autres, d'avoir volé le virus de Montagnier. Et en 2008, quand le prix Nobel fut donné pour la découverte du virus, il était donné à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, sans mention de Bob Gallo. Et vous savez maintenant pourquoi. Mais d'où vient donc le VIH? À quand date le vrai début de cette infection humaine? Vous voyez ici l'équipe de Beatrice Hahn, une chercheuse allemande émigrée aux États-Unis et qui a jeté une lumière sur cette question. À l'aide de son équipe que vous voyez ici, et à l'aide d'une collection massive de selles de chimpanzés et d'autres singes africains. Ils ont isolé des virus de ces selles et ils ont réussi à faire un arbre généalogique de ces virus. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil, mais c'est semblable à un arbre généalogique humain. Alors, si ça, c'était la famille de la reine d'Angleterre, par exemple, tout ce qui est tout près sont des cousins tout proches ou des frères et des sœurs, et puis ce qui est loin dans cet arbre génétique, c'est les cousins lointains en Russie et ailleurs. Revenons au VIH. Vous voyez ici en rouge les virus qui causent plus de 99% des infections humaines. Et vous voyez que les proches parents de ces virus humains sont des virus appelés ZPZ pour chimpanzés, donc des virus isolés à partir des chimpanzés.
C'est pour ceci qu'on est sûr que le virus VIH dérive d'un virus de chimpanzé. Quand il faut savoir quand fut infecté le premier homme, il faut également introduire la notion de la montre moléculaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la montre moléculaire? Le VIH se diversifie sans arrêt. Le plus on avance dans l'épidémie, le plus les séquences des virus divergent. D'où la montre moléculaire, du degré de divergence se déduit l'ancienneté de l'épidémie. Et de cette façon, on peut estimer que la première infection humaine date d'il y a environ un siècle, 1921, avec des intervalles de confiance entre 1908 et 1933. Voici un map-monde de l'infection mondiale. Le diamètre des cercles indique la taille de l'épidémie dans divers pays et les couleurs variées indiquent la variété du virus. Si on regarde par exemple l'Europe et les États-Unis, vous voyez que c'est surtout le sous-type B de la souche M du virus qui prédomine. Mais quand vous regardez un pays comme le Cameroun, au milieu, en Afrique centrale, vous voyez qu'il y a une énorme variété de VIH. Pour cette raison, on est sûr que l'épidémie a pris son origine dans ces régions-là et ensuite s'est propagée à travers l'Afrique. Regardez le cas de l'Afrique du Sud comparé au Cameroun. Au Cameroun, grande variété, donc épidémie ancienne. En Afrique du Sud, une plus grande épidémie en taille, mais épidémie plus récente. Gardez ça en tête, j'y reviendrai. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer sur l'origine du sida? Il vient d'un virus du chimpanzé. La première transmission a eu lieu probablement au Cameroun il y a environ un siècle. La diversité du virus indique l'ancienneté de l'épidémie et la maladie elle-même, le sida, a été découvert donc aux États-Unis en 1981. Quelle était la face du sida dans ces années sombres? Pour moi, cette photo, publiée par les parents d'un patient qui s'appelait David Kirby, pour promouvoir la prévention de cette maladie, symbolise ces années-là. Ou peut-être ce graphique, on ne peut plus lapidaire. Le nombre de cas, vous voyez ici à gauche, augmentait de manière vertigineuse, au début doublant toutes les années, suivi une année plus tard ou 2 années plus tard par une montée tout aussi impressionnante du nombre des décès. Évidemment, cette extension a fait peur et a créé des mouvements de panique. Par exemple, le premier article que j'ai trouvé mentionnant le sida dans la presse locale parlait de quelques cas hospitalisés aux ASUG et, je cite, « La patiente est pour le moment dans un sas en complet isolement, c'est-à-dire qu'elle est soignée au moyen de bras manipulateurs. » Alors là, j'ai écrit mon premier et unique lettre à l'éditeur pour dire qu'on ne traitait quand même pas les malades comme des déchets radioactifs à l'hôpital cantonal. Il y a eu donc ces réactions de panique. Cependant, très vite, il est apparu qu'on n'attrapait pas le sida comme on attrape la grippe ou la varicelle, et qu'il fallait un contact intime et intense ou des injections pour être contaminé. Dans ces années, il y a aussi eu des mouvements de solidarité. Par exemple, surtout aux États-Unis, le projet NAMES, qui visait à garder un souvenir de tous ceux qui étaient morts du sida à l'aide de ces édredons en patchwork, qui parfois célébraient des parfaits inconnus comme ce Thomas E. Perry. Lors des congrès sur le sida, ces patchwork étaient exposés et on n'est pas prêt à oublier ces expositions. Imaginez-vous
Si vous avez été à Washington, vous savez la taille de l'étendue du mall qui va donc de la Maison-Blanche jusqu'au Congrès américain, entièrement couvert par le souvenir de ceux qui étaient morts du sida. J'ai dit des parfaits inconnus, mais pas tous. Par exemple, ici, l'édredon qui célèbre Rock Hudson, un acteur américain du grand temps de Hollywood que vous voyez ici à gauche, avec Elizabeth Taylor à droite, peu avant son décès. Si je vous le montre avec Elizabeth Taylor, ce n'est pas par hasard, parce que cette actrice a fondé la plus grande organisation de support et de recherche pour le sida qui s'appelle AMFAR, auquel elle a consacré beaucoup de ses propres moyens, mais encore plus important, elle a beaucoup milité pour faire du fundraising. Il y a eu d'autres cas très connus. Freddie Mercury, il y a un film qui évoque la carrière de ce musicien, Bohemian Rhapsody, que je peux recommander à tout le monde. Plus près de chez nous, Jorge Don, qui est mort à Lausanne, Rudolf Nureyev, Thierry Leluron, Cyril Collard, Michel Foucault. En fait, il y avait tout un groupe autour de ce philosophe et écrivain, et Hervé Guibert, a décrit son expérience avec la maladie dont il est mort dans plusieurs livres que vous voyez ici. Retour à Genève. La réaction internationale a inclus également les organisations internationales. Il faut dire que l'OMS a été assez lente à réagir. À partir de 1986 seulement, mais ils ont eu la chance de recruter un homme extrêmement charismatique, Jonathan Mann, qui est malheureusement décédé dans la catastrophe de SR-111 en 1998 avec son épouse Mary Lou Clements Mann. De manière assez bizarre et macabre, Joep Lange, fondateur de la plus grande organisation professionnelle contre le VIH, le International AIDS Society, est mort dans la catastrophe du MH11 abattu par une fusée au-dessus de l'Ukraine en 2015 avec sa femme Jacqueline. Dans ces années, il y a quand même eu certains progrès dans le diagnostic et la prévention et le traitement des infections, par exemple. Vous voyez ici à Genève le cas de pneumocystose par 100 patients immunosupprimés avec le VIH à Genève. Et vous voyez qu'on a réussi par un traitement préventif, d'abord par pentamidine, puis par Bactrim, de diminuer le nombre de ces cas de manière considérable. Il y a aussi eu la découverte de nouvelles maladies, par exemple celle causée par une bactérie qui porte désormais le nom de notre ville. Il y a aussi des fausses pistes. Par exemple, le vieil canard que quelqu'un, un scientifique fou dans un laboratoire aurait créé le virus pour des motifs sombres du genre contrôler les populations africaines et autres. Il y a évidemment eu tous ceux qui pensaient qu'ils avaient trouvé la solution. Par exemple, des immunostimulateurs, les époux Beljanski et leur extrait de plantes, le bon docteur Medenica. Pour ceux qui ont un certain âge, vous vous souvenez peut-être, c'est un escroc qui a travaillé à Genève et qui a réussi à soudoyer pas mal de monde à l'hôpital et à Genève. Le germanium, les zonars à l'ozone, les purges et j'en passe. Des journaux locaux s'y sont mis. Par exemple, celui-ci, mondialement connu jusqu'à Carouge, qui a écrit un article là-dessus où j'ai réagi. Je vous fais grâce de ce que j'ai écrit, juste la chute. Depuis 10 ans que je m'occupe du sida, j'ai lu beaucoup de choses intelligentes sur le sujet et beaucoup de bêtises. Dans cette dernière catégorie, l'article de M. Heger établit un nouveau record. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, mais ça m'a fait du bien de l'écrire. C'est cependant pas très drôle, parce que ces théories, qui un temps avaient une popularité importante,
était promu par un scientifique américain, un Allemand émigré aux États-Unis qui s'appelle Peter Duesberg, qui a dit plus ou moins que toute cette histoire de VIH était inventée et que le sida était dû à toute autre chose. Et malheureusement, ces idées ont trouvé des gens qui croyaient qu'il y avait une certaine influence, notamment en Afrique du Sud. Vous voyez ici une statistique qui représente le pourcentage de femmes séropositives à l'accouchement et compare l'Afrique du Sud et la Thaïlande. Vous voyez qu'en 1990, les deux pays étaient à égalité avec 0,8% des femmes qui venaient accoucher qui étaient infectées. Mais voyez ce qui s'est passé pendant la décennie suivante. Ce nombre a augmenté en Afrique du Sud de 0,8 à 24,5%, tandis qu'en Thaïlande, il n'a jamais dépassé 2% et est maintenant en dessous de 0,1%. Pourquoi cette différence? C'est parce qu'en Thaïlande, il y a eu une campagne d'une énergie impressionnante pour la prévention du VIH par l'utilisation plus large du préservatif. Ça, c'est le ministre de Santé, Michai préservatif comme on l'appelait, et qui portait ici un t-shirt « Weapon of Mass Protection ». Tout au contraire de l'Afrique du Sud, où les politiciens, ce n'est pas leur faute, mais enfin c'est comme ça, étaient occupés à autre chose. Vous voyez ici que les années 90, c'était la fin de l'apartheid, c'était Mandela, puis Mbeki. Et Mbeki, notamment, ne croyait pas que le VIH causait le sida et faisait tout pour prévenir, pour empêcher les campagnes de prévention. Un bon exemple du risque inhérent pour les peuples et leurs dirigeants de croire aux fake news. En Afrique du Sud, cela se chiffre en des millions de gens décédés du VIH. Chez nous et aux États-Unis et en Thaïlande, il faut aussi mentionner la mobilisation des populations concernées. Aux États-Unis, un personnage très important était Larry Kramer, un écrivain très connu qui n'y allait pas du dos de la cuillère, comme vous voyez ici. Chez nous, il y avait Dialogué, l'organisation des homosexuels, qui, dès 1982, a fait de la prévention et du sida un des thèmes principaux ou un de ses activités principales, entre autres par la publication des cahiers noirs de l'hôpital, parfois douloureux à lire pour ceux qui y travaillaient, mais soulevant des vrais problèmes qui, j'espère, ont au moins en partie être résolus depuis. Il y avait aussi André Ratti, c'était un journaliste de la télévision suisse alémanique qui a annoncé qu'il avait le sida au téléjournal et qui a fondé l'Aide suisse contre le sida avec son antenne genevoise dès le 29/1/1987. Avec son premier président, Michael Heusermann. Il y a ensuite l'inauguration de la maison. La maison était pour des patients qui étaient très atteints du VIH, un endroit où ils pouvaient séjourner, éventuellement mourir. Vous voyez ici la fondation de cette maison en 1993, avec quelques personnalités que vous reconnaîtrez. Et au milieu, Sylvie Albert, une patiente déjà très marquée par la maladie à l'époque, qui est décédée peu après. Il y avait la crainte du sang contaminé, avec des journaux, comme ici la Suisse, qui déclaraient que, heureusement, le sang suisse reste propre, point d'exclamation. Quand on lit l'article, il est cependant assez difficile de rassurer, parce qu'on a quand même trouvé 4 donneurs séropositifs à Genève et 4 à Lausanne, 20 dans les laboratoires centraux de la Croix-Rouge à Berne. Il y a aussi un autre personnage assez connu à Genève qui, à l'époque, militait
pour le droit des hémophiles contaminés par les produits de coagulation VIH positifs d'avoir une indemnisation. Donc Mauro Poggia, c'était la première fois que son nom était mentionné dans les journaux. Il y avait le problème de l'abus de l'utilisation de drogue. Et on ne peut pas exagérer le problème que ça représentait dans les années 1980. Voici quelques photos qui ont fait le tour du monde parce que contrastant de manière massive avec l'image de la Suisse propre et en ordre qui proviennent de la scène de drogue ouverte à Zurich. À Genève, on n'avait pas de scène de drogue ouverte, mais l'infection des utilisateurs de drogue était tout aussi rapide et massive. C'était 7% séropositifs en novembre 1981, 30% en mars 1983 et 55% en juin 1985. Il fallait faire quelque chose et c'est la politique de réduction de risque d'abord très très contestée, mais depuis acceptée quasiment par tous. Les pionniers étaient le docteur Jacques Deglon, qui dès 1977 avait mis en place les thérapies de substitution à la méthadone, et Annie Minot, le terme réduction de risque est associé à son nom depuis bien 30 ans maintenant. Réduction des risques, ça veut dire seringue propre, le bus, le K9 par les pharmacies et les traitements de substitution par méthadone et héroïne. Le succès était massif. Si vous regardez ici les voies de transmission dans les nouvelles infections en Suisse ces dernières années, on voit quasiment plus d'infections chez les usagers de drogue, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Et ces efforts de prévention, contrairement à ce que croient beaucoup, avaient beaucoup plus de succès dans ce groupe à risque que dans tous les autres groupes. J'arrive à la fin de cette première partie sur les années sombres, parce qu'en 1996 sont arrivés des traitements avec une efficacité durable, les trithérapies. Ceci a complètement changé la donne. Vous voyez sur ce graphique l'espérance de vie d'un HIV séropositif de 20 ans entre 1988 et 2013. En 1988, cette personne avait une espérance de vie de quelques 10 ans seulement. Et vous voyez que cette espérance de vie est montée à 55 ans dans la période de 2006 à 2013, probablement encore plus élevée maintenant, parce que la différence qui subsiste entre les HIV séropositifs et la population générale n'est plus seulement due au VIH, mais à d'autres facteurs comme le tabagisme ou l'infection à l'hépatite C. Avec ceci, je vais passer la parole à Alexandra, qui va vous expliquer la situation actuelle. Voilà, merci beaucoup Bernard. On a décidé quand on a préparé cette conférence de faire les deux conférences l'une après l'autre pour laisser un petit peu de temps aux questions vers 19h30 et puis ensuite avoir un petit apéro à la suite à ces présentations. Donc je vais continuer sur la lancée de ce qu'a dit Bernard et puis un certain nombre de fois vous verrez que je vais relancer sur des points et des sujets qu'il a déjà abordés. J'ai intitulé ma présentation « Une génération sans sida » et on voit bien à quel point ça pouvait paraître déjà révolutionnaire par rapport aux années sombres dont Bernard nous en parlait. Je vais parler rapidement, revenir sur quelques éléments marquants en termes de date, discuter la façon dont la communauté internationale a voulu contrôler la pandémie, parler un peu plus en détail du VIH en Suisse et notamment des derniers chiffres qui sont parus il y a 10 jours maintenant, parler des stratégies antirétrovirales, du dépistage, de l'éradication du VIH et des limites des traitements actuels.
Alors, il était une fois, c'est pour revenir en 3-4 dias sur les dates principales, vous avez bien compris que le VIH est une zoonose, apparue à partir de 1920, et l'analyse génétique des échantillons de sang humain et de selles de singes suggère que le VIH de type 1, apparu en 1920, ou de type 2 en 1940, résulte d'événements de transmission interespèces. Je ne vais pas aller dans le détail sur les transmissions interespèces. Et donc le premier cas connu d'infection par le VIH-1 chez un être humain a été détecté en 1959 dans un échantillon de sang conservé pendant des décennies et prélevé chez un homme à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc 1920, 1959. Et puis vers les années 1960, ce virus a circulé. C'était le début de la mondialisation, il a déjà circulé en pirogue, en bateau, en train, et puis évidemment ensuite en avion, via Haïti, et puis ensuite aux États-Unis. Et c'est les infections du groupe VIH-1 qui ont augmenté le plus rapidement et qui ont été responsables de l'expansion planétaire de l'augmentation du nombre d'infections. En 1981, Bernard l'a raconté, les premiers cas qui sont présentés par le bulletin du MMWR aux États-Unis, et puis la découverte du virus présentée dans le magazine Science en 1983. Tout ça se résume en 4 slides, mais ça va très vite quand même, malgré tout. Depuis le début de la pandémie, 79 millions de personnes ont été infectées par le virus VIH. Et il y a 1,8 million de nouveaux diagnostics chaque année. J'aimerais prendre ici un exemple. Il y a une incidence particulièrement élevée d'infection par le VIH chez des adolescentes en Afrique du Sud. Vous allez nous dire peut-être que c'est un petit peu loin de parler de nouveau de l'Afrique du Sud. Bernard en a parlé parce qu'on a vu que c'est un des pays qui a eu l'explosion de l'épidémie la plus importante. Alors qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Ces adolescentes âgées de 15 à 24 ans sont celles qui payent le tribut le plus important à l'épidémie du VIH encore actuellement. Il y a par exemple 2663 nouvelles infections par semaine en Afrique du Sud, donc 2600 par semaine, chez des jeunes femmes de 15 à 24 ans. Pourquoi ? Alors ça, c'est une explication qui peut peut-être ne pas tout expliquer, mais qui me semble quand même important, c'est que le pourcentage de jeunes femmes en 13 et 24 ans qui rapportent un premier rapport sexuel violent, c'est-à-dire un viol, pour parler clairement, est extraordinairement élevé. Vous voyez que, par exemple, ici, dans cette étude, on montre par exemple le Swaziland, 54% des jeunes femmes débutent leur sexualité par un rapport sexuel coercitif ou violent. Au Zimbabwe, 40%. Donc probablement que dans certains contextes, notamment au sud de l'Afrique subsaharienne, la notion de viol et de coercion des jeunes femmes est responsable de l'expansion extraordinairement rapide de la pandémie, comme celle qu'a montré Bernard en Afrique du Sud. Pour ce point, je crois qu'il est très important de comprendre que quel que soit le contexte que l'on prend en compte, dès le début, et là je cite Gerald Friedland qui a mentionné ça il y a 2 ans dans une conférence internationale, et j'aime bien cette citation, dès le début, l'épidémie s'est diversifiée, les groupes de population touchés étaient des groupes vulnérables qui furent marginalisés, et en quelque sorte, le virus avait cette façon unique et diabolique de savoir comment les trouver. Ça a été vrai en Afrique du Sud, ça a été vrai en Suisse, ça a été vrai dans quasiment tous les pays, aux États-Unis, dans les endroits les plus pauvres de New York, ça a été vrai en Suisse, au Letten, à Zurich, ça a été vrai en Afrique du Sud. Alors, quelle a été la réponse de la communauté internationale pour contrôler la pandémie? De 1920, par définition, on ne connaissait pas, 1980, silence total, mais déjà plus d'1 million de personnes étaient considérées comme étant atteintes. Entre 1981 et 2001, la prise de conscience, avec déjà à l'époque plus de 20 millions de personnes atteintes, l'arrivée des trithérapies en 1996, et puis des activistes avec des institutions clés qui se sont créées, mais des activités sur le terrain, notamment par Médecins sans frontières, par exemple. Entre 2001 et 2016, le traitement, les trithérapies sont déjà bien implantées dans la plupart des pays du Nord, aux États-Unis, en Australie et en Europe. Il y a la création du Fonds global de lutte contre le sida, qui est d'ailleurs basé à Genève, le PEPFAR, le Fonds d'aide américain, l'ONU-SIDA.
Et puis là, on a une organisation qui se fait de la lutte contre le sida au niveau international, avec la mise à disposition des antirétroviraux. On a à ce moment-là ce qu'on appelle le 3x5, hein, c'est-à-dire 3 millions de personnes sous traitement d'ici 2005. C'était l'objectif à l'époque, hein. On voit qu'on a bien avancé, on le verra après. Et puis on commence à voir la discussion de l'organisation des soins. Comment faut-il organiser les soins pour les patients VIH? Des soins verticaux? Faut-il des cliniques de patients VIH? Faut-il intégrer les soins VIH dans les cliniques déjà existantes? Ce débat fait rage à ce moment-là. Et puis depuis 2016, on a là des objectifs complètement différents, avec une organisation bien plus importante et des cibles de traitement qui se mettent en place, des objectifs qui sont chiffrés, tant pour le dépistage que pour le traitement. Ces objectifs chiffrés, les voici, donc c'est les chiffres de l'ONU-SIDA, les objectifs 90-90-90, ce sont des cibles ambitieuses pour mettre fin à l'épidémie du sida en tant que menace de santé publique. On reviendra sur l'éradication, on ne parle pas d'éradication ici, on dit mettre fin au sida en tant que menace de la santé publique dans le monde. Ces objectifs se déclinent ainsi, donc 90-90-90, 90-90-90. 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut VIH. 90% de tous les patients avec un diagnostic VIH doivent recevoir un traitement antirétroviral. Et 90% de tous les patients sous traitement auront une suppression virologique durable, c'est-à-dire auront un traitement efficace. Ça, ce sont les objectifs de la communauté internationale pour 2020. L'impact, avant même ces objectifs, de la trithérapie a déjà été majeur. Je ne reviendrai pas sur l'augmentation de l'espérance de vie que Bernard a montré, mais cette espérance de vie qui a augmenté a été visible non seulement en Suisse, Bernard l'a bien montré, mais également dans le monde. Et également d'ailleurs au Zimbabwe et au Swaziland, qui sont les deux pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, où l'expansion de l'épidémie a été majeure, notamment chez les jeunes femmes. Alors, qu'en est-il du VIH en Suisse? Finalement, on a beaucoup parlé de ce VIH au niveau international et des objectifs, et on verra que ces objectifs vont aussi se décliner dans notre pays. Donc, le VIH en Suisse, c'est particulièrement intéressant cette semaine, puisque le 19 octobre, l'Office fédéral de la santé publique a issu les nouveaux chiffres de l'épidémie en Suisse, et on a annoncé une baisse de 16% du nombre de diagnostics, de nouveaux diagnostics fait pour le VIH en 2017, puisqu'il s'agissait donc des chiffres de l'année passée. 16%, ça peut paraître peu, mais c'est pourtant très important. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est quand même très important, parce que vous voyez sur ce graphique que pendant de nombreuses années, on a stagné, avec des chiffres plus ou moins semblables, aux alentours de 500 par année, 550, 510, 560, etc. Et pour la première fois, on annonce quand même une baisse relativement substantielle du nombre de nouveaux diagnostics. Cette baisse a été observée dans tous les groupes, c'est-à-dire les groupes des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les groupes d'hommes qui ont des relations hétérosexuelles avec des femmes, mais aussi chez les femmes, ici en vert dans le graphique du bas. Donc, presque dans tous les groupes qui ont été considérés, on a observé une baisse du nombre de nouveaux diagnostics. Le seul groupe qui augmente, c'est le groupe unbekannt, je le prononce mal, unbekannt, c'est les personnes pour lesquelles les déclarations ne sont pas suffisamment bien remplies, pour que l'on puisse définir à quel groupe à risque, ou si elles appartenaient à un groupe à risque, elles appartiennent. Donc malheureusement, il y a encore des personnes pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'indications pour savoir le type ou l'épidémiologie de ces personnes, mais chez les personnes pour lesquelles on connaissait l'épidémiologie, on a obtenu des chiffres qui montrent plutôt une baisse, et chez les MSM, donc les hommes gays, et les hommes hétérosexuels, et également chez les femmes. Alors voici les résultats par région. Alors ce n'est pas qu'on veut regarder tout par le trou de la lorgnette, mais c'est quand même intéressant de savoir où on en est dans le bassin lémanique. Eh bien vous voyez que dans le bassin lémanique, de façon assez constante au fil des années, Genève et la région lémanique comptent parmi le plus grand nombre de cas pour 100 000 habitants. Cette année ne fait pas exception, avec 2017, vous voyez une incidence de 8,4 qui est plus élevée cette année que Zurich, ça n'a pas toujours été le cas, et qui est plus élevée que dans d'autres parties de notre pays.
J'ai lu la Tribune de Genève hier et j'ai pris cette carte de la Suisse que vous connaissez certainement parce qu'elle apparaît à peu près à chaque votation. Et vous voyez que ça ressemble quand même un petit peu à la carte que je vous ai montrée avant. C'est-à-dire que la région lémanique est la plus touchée et elle est aussi en général la moins touchée par les initiatives de l'UDC. Mais je ne vais pas revenir là sur l'initiative des Juifs étrangers, mais j'ai trouvé encore la même carte. Il faut voir que Genève est quand même, ou la région lémanique est quand même assez particulière, puisque là c'est le nombre de partenaires sexuels. On est loin de l'UDC, c'est la différence régionale quant au nombre de partenaires sexuels, et plus c'est foncé, plus il y a de partenaires. Alors vous voyez qu'on est battu à plate couture par Bâle, mais à part Bâle, la région lémanique est la région où il y a le plus de partenaires sexuels dans une enquête tout à fait officielle, hein, ce n'est pas la Tribune de Genève, ceci dit, dans une enquête tout à fait officielle qui date d'il y a 2 ans, donc ça n'a probablement pas beaucoup changé. Mais je suis incapable de vous dire si ça a un lien ou pas avec la baisse du nombre ou le grand nombre de personnes qui vivent avec le VIH dans notre canton, et je ne crois pas que ce soit lié à ça. Donc c'était une parenthèse. Et on a quand même essayé de regarder pour quelles raisons ces 16% cette année. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer de durable ou est-ce que c'est juste un petit artefact statistique qui fait qu'il y a un peu moins de patients qui ont été diagnostiqués cette année? Alors il y a plusieurs raisons qu'on pourrait évoquer, je n'ai pas la réponse juste. On pourrait se dire peut-être que c'est en raison des campagnes de publicité qui sont d'ailleurs fort bien faites. Bernard n'a pas montré toutes les anciennes campagnes, mais pour les plus âgés d'entre vous et nous, peut-être vous vous souviendrez de celle-là. Je ne suis pas sûre que ce soit la plus réussie, mais en tout cas, c'est en tout cas la plus facile à comprendre, je dirais. Bon, il y a des campagnes de l'OFSP qui ont été quand même plus, comment dire, esthétiques que la première campagne, qui ont aussi eu leur petit succès. Alors voilà, ça pourrait être une des premières raisons. Est-ce que les campagnes de publicité sont à même d'obtenir que les gens se testent mieux, se protègent mieux? C'est possible. Ce n'est pas tout à fait sûr que ce soit la principale raison. On pourrait se dire la deuxième raison pour laquelle il y a moins de personnes qui ont des nouveaux diagnostics de VIH en Suisse actuellement, c'est peut-être grâce à l'utilisation massive du préservatif. Alors là aussi, on a des publicités suisses qui sont fort intéressantes. Don't be stupid, protect yourself. Moi, je ne sais pas comment vous la trouvez. C'est une analogie guerrière qui est tout à fait discutable. Je ne suis pas sûre que ça cible vraiment les personnes qu'on voudrait cibler. Mais en tous les cas, le nombre de préservatifs vendus en Suisse n'a pas tendance à augmenter. Donc on pourrait se dire que la baisse du nombre de nouveaux diagnostics en Suisse n'est peut-être pas liée à l'augmentation massive du nombre de préservatifs qui ont été vendus. Et puis, par ailleurs, il y a une augmentation des IST en Suisse. Ça, ce sont les chiffres de 2016, ce qui nous fait penser qu'on n'assiste pas à une augmentation massive de la protection par le préservatif, puisqu'il y avait l'année passée une hausse de 20% pour la gonorrhée, de 15% sur la syphilis et de 8% pour le chlamydia. Donc, ce n'est en tout cas probablement pas l'effet du préservatif qui diminue le nombre de cas VIH. Alors, de quoi s'agit-il ? Une des hypothèses en tout cas, et j'en ai encore une, mais une des hypothèses importantes, c'est le rôle de U égale U. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. U égale U, c'est Undetectable Viral Load égale Untransmittable HIV. Est-ce que votre médecin vous a déjà parlé de U égale U? C'est vrai qu'on dit rarement U égale U, c'est pas très, très sexy comme manière de dire les choses, mais U égale U, ça veut dire en règle générale, ça veut dire si votre virus est indétectable, votre virus ne se transmet pas. Donc c'est très important puisque cette campagne est à la base, finalement ce concept est à la base de la campagne de publicité controversée, je dis entre guillemets parce que je ne sais pas si elle a vraiment été controversée sur Genève, elle a été controversée en tout cas en Suisse. Cette campagne dont vous avez vu les affiches sur le stand du groupe SIDA Genève ou de PVA tout à l'heure, cette campagne qui vise finalement à rappeler ce principe assez clair, c'est qu'une personne séropositive sous traitement antirétroviral efficace ne transmet pas le VIH, y compris lors des rapports sexuels. Alors, ce n'est pas nouveau, en fait. C'est controversé, mais ce n'est absolument pas nouveau. On le sait depuis 10 ans.
depuis exactement 10 ans, puisque c'était en 2008, Pietro Vernazza, Bernard Hirschel, Enos Bernasconi et Marcus Flepp ont publié quelque chose qui était révolutionnaire pour du coup en 2008, et ils ont dit que les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST, donc maladie sexuellement transmise, et suivant un traitement antirétroviral efficace, ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Ça s'est vérifié. À l'époque, ça a été l'objet d'une grande controverse, scientifique également, ça s'est vérifié, et je pense que ça a été une autre révolution thérapeutique. On va y revenir après. Non seulement le virus ne se transmet pas, mais pour la première fois à Genève, il y a 2 ans, on a pu vraiment vérifier à quel point on n'avait plus peur de la transmission du VIH chez les patients traités, puisqu'on a même greffé un patient qui était VIH positif avec un donneur qui était lui-même aussi séropositif pour le VIH. Donc ça montre bien que c'est rentré dans les mœurs médicales, donc il n'y a rien de nouveau dans la campagne de publicité qui a lieu actuellement, c'est rentré dans les mœurs qu'un virus traité est un virus qui ne se transmet pas. La 4e option qui fait qu'on a moins de diagnostics, et je pense qu'elle est importante, même si elle n'est probablement pas la seule explication, c'est la PrEP. La PrEP, c'est la pré-exposure prophylaxis, la prophylaxie de pré-exposition. On en a aussi beaucoup entendu parler, et puis on en a peut-être moins entendu parler dans le détail, parce qu'elle est restée assez confidentielle pendant quelques années, mais la PrEP n'est non plus pas quelque chose de particulièrement nouveau. La PrEP, ça veut dire qu'on donne un traitement antirétroviral sous forme continue la plupart du temps, avec un comprimé composé de 2 médicaments antirétroviraux, et ce sont des médicaments qu'on utilise déjà de façon fréquente dans les trithérapies des patients qui sont, eux, séropositifs pour le VIH. À la différence des traitements de trithérapie, il est donc offert à des personnes séronégatives qui sont à haut risque d'acquisition du VIH. Les recommandations suisses pour la PrEP sont déjà sorties en 2015. On était parmi les premiers pays à sortir des recommandations officielles sur le fait qu'on peut utiliser la prophylaxie de pré-exposition en Suisse pour des gens qui sont à très haut risque d'être contaminés par le virus. On avait à ce moment-là mis un certain nombre de critères, des relations anales non protégées, avec au moins 2 partenaires sur une période de 6 mois, qui ont déjà présenté des épisodes d'infection sexuellement transmises, qui ont eu recours à la PEP, à la prophylaxie de post-exposition, ou qui consomment des substances psychoactives lors des rapports sexuels. Donc, janvier 2015, et on a actuellement la possibilité de prescrire la PrEP sous 2 formes. Soit la forme en continu, qui a été la première forme que l'on a vue, et ce qui est encore la forme recommandée par l'OMS, un comprimé par jour, advienne que pourra, au moment où on a une relation sexuelle à risque, on sera protégé. Et puis on peut aussi avoir une PrEP qu'on appelle à la demande, qui est un peu moins utilisée, pas encore recommandée à ma connaissance par l'OMS de façon standard, mais qui est une forme de prophylaxie qui permet finalement de prendre la PrEP quand on en a besoin, au moment où on estime que peut-être on va avoir une relation sexuelle à risque. Donc 4 comprimés de cette bithérapie, donc il s'agit du tenofovir et du FTC. Donc 4 comprimés sur 3 jours couvrent une relation sexuelle à risque. Donc voilà un peu les 2 modalités de la PrEP aujourd'hui disponibles en Suisse. La PrEP, non seulement c'est efficace pour une personne donnée, mais c'est évidemment aussi efficace sur un plan de santé publique. Je ne suis pas sûre que ce soit entièrement l'explication de la baisse du nombre des cas que l'on a observé en Suisse, mais en tout cas, ça a été très efficace et ça a été publié récemment dans l'État du New South Wales, en Australie. En Australie, ils ont vraiment proposé la PrEP de façon systématique à des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, et ils ont observé une diminution de 25% en à peine 12 mois dans cette communauté d'hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes. Un impact qui s'est marqué aussi au niveau épidémiologique en Australie, qu'on a observé également dans d'autres pays, dans d'autres villes, à San Francisco, qu'on a observé à Londres, qu'on a observé probablement à Paris, mais les chiffres ne sont pas encore définitifs. Donc la PrEP est efficace au niveau individuel, mais également probablement au niveau épidémiologique, puisqu'elle permet de diminuer le nombre de nouvelles contaminations par des personnes qui sont elles-mêmes très à risque d'acquérir le VIH.
Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que pour l'instant, ça reste encore compliqué. Finalement, il faut prendre un comprimé une fois par jour ou bien se rappeler comment prendre une comprimée à la demande. Je crois qu'assez rapidement, on va avoir des modalités de la PrEP très différentes, par des comprimés, comme ce qu'on a actuellement, des gels vaginaux ou rectales, des vaginal rings, donc des anneaux vaginaux, des injections ou même des implants. Donc une possibilité d'options et de palettes assez variées pour se protéger de l'acquisition du VIH en l'absence de vaccin. On reviendra sur les vaccins un petit peu plus tard. Donc les traitements antiviraux, vous voyez, sont très importants. Ils sont importants pour la PrEP, ils sont importants parce qu'ils permettent d'éviter que le VIH se transmette. Et en plus de ça, on fête aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais cette année, les 31 ans de l'existence des tout premiers antirétroviraux. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 23 millions de personnes à travers le monde qui reçoivent des antirétroviraux. 23 millions. Vous vous souvenez qu'on était à l'objectif 3 by 5 en 2003, donc 3 millions de personnes d'ici 2005, et aujourd'hui, 23 millions de personnes reçoivent ces traitements. 23 millions, ça a l'air beaucoup, mais en fait, c'est encore bien insuffisant, puisque probablement que la moitié seulement des personnes qui devraient recevoir un traitement le reçoivent dans le monde. Donc par rapport à ces objectifs ambitieux de l'UNICIDA, de 90-90-90 dont j'ai parlé tout à l'heure, seulement la moitié des personnes, 50 à 60% des personnes sont liées aux soins et reçoivent des antirétroviraux, et seuls 47% des personnes qui vivent avec le VIH dans le monde ont une virémie indétectable. Donc on n'a pas réussi en 2018, pas encore réussi en tout cas, à atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA. En Suisse, on a un peu plus de chance, on n'est pas si mauvais, mais on n'est pas non plus arrivé en Suisse, dans les derniers chiffres qui ont été publiés, aux objectifs de l'ONU-SIDA. On serait, dans cet article qui a été publié il y a maintenant quelques années, à 81% de personnes qui connaissent leur statut sérologique. 87% parmi elles sont suivies, sont en soins, mais parmi ceux qui sont en soins, qui reçoivent des traitements, alors la grande majorité sont indétectables pour le VIH, donc ont une virémie indétectable, ce qui est un bon signe pour leur propre santé, bien entendu, mais également pour la transmission du virus. J'aimerais montrer cet exemple, je vais sortir un tout petit peu du champ du VIH parce qu'on a beaucoup critiqué cette cascade de soins, ces objectifs de l'ONU-SIDA, etc. Mais si on compare ce qui se passe dans le VIH avec ce qui se passe dans d'autres maladies, comme la dépression, qui est un grand problème d'ailleurs chez les patients qui sont porteurs du virus du VIH, le VIH est un exemple aussi pour d'autres maladies chroniques. Regardez ici dans la dépression, seuls 6% des patients qui souffrent de dépression sont soignés avec une rémission de leur maladie. Donc les psychiatres sont vraiment en grande difficulté pour traiter les personnes qui souffrent de dépression. Ça, c'est un article anglais, mais je n'ai aucun doute que c'est probablement très semblable en Suisse. Donc pour revenir sur ces traitements et pour refaire un peu un résumé de ce qui s'est passé ces 30 dernières années, vous voyez ici qu'en 1987, le premier antirétroviral, l'AZT, en 1996, la révolution thérapeutique, alors ça c'est l'apparition des trithérapies sur le marché, ça a clairement été une révolution médicale, au même titre que la pénicilline. En 2008, le Swiss Statement, la déclaration suisse, le virus n'est pas transmis lorsque quelqu'un est indétectable, une autre révolution, 10 ans après, un peu plus que 10 ans après. Et puis à partir de 2015, c'est peut-être une révolution un peu moins connue, mais tout de même très importante, on a décidé de traiter tout le monde. À partir de cela, donc depuis 2015, dans le monde, tous les patients qui sont porteurs du virus doivent être traités. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas traiter quelqu'un. Et avec quoi on traite? Alors ça, c'est les exemples, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, des traitements qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde pour traiter le VIH. Il s'agit de traitements en 1 comprimé par jour, c'est comme les shampoings, c'est 3 en 1 comprimé par jour, et vous voyez qu'on a le choix, on a une certaine palette de choix. Pour des gens qui débuteraient leur traitement aujourd'hui en 2018, on a une certaine palette de choix qui nous permet de choisir des traitements le plus souvent en 1 comprimé par jour.
Cet indien un petit peu compliqué, je m'en excuse, je l'ai mis ici tout simplement pour montrer que non seulement on a une palette de choix assez large pour les patients qui débuteraient aujourd'hui un traitement antirétroviral avec des traitements en 1 comprimé par jour, mais en plus de ça, il y a beaucoup de nouveaux médicaments dans le pipeline. Non seulement il y a des nouveaux médicaments, mais en plus des nouveaux médicaments dont les mécanismes sont différents. Ça veut dire des traitements qu'on peut prendre lorsqu'on est multirésistant ou des traitements qui ont des mécanismes d'action qui permettent peut-être d'être pris moins fréquemment, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, voire plus. En effet, si on regarde ici, parmi les médicaments que je vous ai montrés tout à l'heure, un certain nombre seront développés pour être pris par voie orale, comme ce qu'on connaît actuellement. Mais même parmi ces voies orales, il y a des médicaments qui auront une demi-vie d'1 semaine, voire même encore un peu plus longtemps qu'une semaine. On a des médicaments qui seront des injectables, des médicaments qui seront implantables, des implants, comme les contraceptifs, ou bien des injections de longue durée avec des médicaments qui ont déjà atteint des phases 3, qui sont bientôt sur le marché, je dirais dans 2-3 ans, comme le cabotegravir ou la rilpivirine à longue durée d'action. Donc on a une palette de choix qui est en train de s'offrir à nous par rapport aux nouveaux médicaments qui sont en train d'être développés. Finalement, le VIH, on l'espère, permettra peut-être d'avoir un choix de médicaments presque aussi important que ce qu'on a actuellement dans la contraception, où les jeunes femmes aujourd'hui peuvent choisir un stérilet, un implant, la pilule tous les jours, voire même des gels microbicides, etc. Alors évidemment, on est assez content de ça, et puis je ne vous ai encore pas parlé des effets secondaires. Il y a toujours des effets secondaires, comme tous les médicaments. La question est de savoir si c'est le médecin qui considère ces effets secondaires, le patient, et on ne voit pas très bien sur ce diagramme, mais la crainte des médecins est souvent pas tout à fait la même que la crainte des patients. C'est-à-dire les patients craignent un certain nombre d'effets secondaires, et puis les médecins sont inquiets pour des valeurs biologiques qui finalement parlent assez peu aux patients. Donc comment réconcilier les demandes de tout et de chacun pour savoir si le médicament que l'on offre, que l'on propose, que le patient prend, est adapté finalement à sa condition ou à ce qu'il attend d'un traitement antirétroviral. Or, on peut savoir si un traitement est bon parce que parfois les patients le mettent sur Twitter ou sur Facebook. Alors c'est assez impressionnant le nombre de fois où vous pouvez trouver des remarques sur Twitter sur les traitements. Et dans cette analyse qui avait été faite par des collègues d'ailleurs qui étaient à Lausanne à l'époque, ils avaient regardé toutes les mentions de Twitter sur un ou l'autre des médicaments. Et en bleu, ils avaient trouvé qu'un traitement était quand même beaucoup mieux noté sur Twitter que celui qui était en rouge, qui était l'Atripla, qui était beaucoup moins bien noté. Bon, évidemment, je ne dis pas qu'on passe notre temps à regarder Twitter, je dirais même qu'on ne passe pas beaucoup de temps à regarder Twitter, mais voilà, ça peut être une idée de regarder les réseaux sociaux. Alors les patients, eux, ils regardent Google par contre. Et nous, on n'est pas très bons à regarder Google. Bon, j'ai trouvé très intéressant cette étude des cardiologues, ça n'a rien à voir là avec les traitements antirétroviraux. Les cardiologues, ils nous ont dit, plus les patients regardent des sites qui contiennent des effets secondaires sur les médicaments contre le cholestérol, plus ils ont d'effets secondaires de ce médicament. Donc, effectivement, on voit bien que les médecins et les patients ne se réconcilient pas sur la manière de se renseigner. Les patients se renseignent sur Google, les patients mettent leurs notations sur Twitter et les médecins ne regardent ni l'un ni l'autre. Donc, parfois, évidemment, on a de la peine à se comprendre. Mais quoi qu'il en soit, là où je suis certaine que tout le monde se comprend, c'est que peut-être au lieu de rester au 90-90-90, on pourrait ajouter un dernier indicateur à ces 90, et on a demandé à l'ONU-SIDA de le faire d'ailleurs, on devrait probablement demander que la cible, ce soit la qualité de vie, et qu'on ne peut pas seulement prolonger la durée de vie sans augmenter la qualité de vie, et on aimerait bien que 90% des patients aient une bonne qualité de vie. Alors pour terminer sur ce chapitre des antirétroviraux, j'ai fait une petite incursion dans la dépression et je vais faire une petite incursion sur d'autres maladies virales parce qu'on vous a dit avec Bernard, le VIH, ça a été une révolution. Ça a été une révolution pour toutes les personnes qui étaient porteuses de ce virus, mais ça a été aussi une révolution pour la science et pour la manière dont la science a travaillé avec les communautés, avec les politiques. Ça a été une révolution qui a permis aussi de travailler sur d'autres virus. Et le grand gagnant de la révolution du VIH, ça a été l'hépatite C.
Ils ont même dépassé le monde du VIH, puisqu'actuellement, l'hépatite C, on peut guérir de l'hépatite C, ce qu'on ne peut toujours pas faire avec le VIH. Et l'approche qui a consisté à développer de petites molécules qui s'attachent à une enzyme virale a été mise au point par les trithérapies anti-VIH. En fait, on a beaucoup appris des trithérapies anti-VIH pour développer des molécules actives contre l'hépatite C. C'est également le cas pour les molécules qui sont actives contre d'autres virus, comme Ebola par exemple. Alors, il faudra apprendre à traiter 37 millions de personnes qui sont affectées par le VIH. Il faudra peut-être apprendre à traiter avec des options qui sont multiples et apprendre à traiter des patients qui sont multiples. C'est difficile d'avoir un traitement pour tout le monde. Il faudra en tout cas avoir un traitement qui permette de traiter des gens qui ont une maladie avancée, avoir un traitement qui fonctionne aussi chez des femmes enceintes, pour le VIH2, pour des patients qui sont co-infectés par les hépatites, ou bien pour des gens très jeunes, des bébés par exemple, ou des gens très âgés. C'est un défi, 37 millions de personnes qui doivent recevoir un traitement et être indétectables. Et c'est ce défi-là qu'on doit lancer pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas non plus qu'on a 20 ans devant nous. En conclusion de ce chapitre, on a un bénéfice individuel pour traiter et commencer le traitement rapidement. Et en plus de ça, on a un bénéfice épidémiologique parce que l'absence de transmission fait qu'on peut peut-être apprendre à contenir l'épidémie dans un futur proche. Alors, est-ce qu'avec tout ça, on a terminé, on a trouvé la formule magique, les antirétroviraux, ça marche, et on peut terminer? Alors, pas tout à fait, on n'a pas trouvé encore la formule magique. Alors, certes, les antirétroviraux sont au centre de tout ce qu'on raconte, même de la prophylaxie de pré-exposition, post-exposition, du traitement. Mais il y a une chose où les antirétroviraux ne sont pas encore très très bons, c'est dans le dépistage. En effet, une partie non négligeable des nouvelles infections proviennent de patients qui ignorent tout de leur séropositivité. Et c'est pour ça qu'en Suisse, on a mis en place depuis très peu de temps des autotests. Alors je ne pouvais quand même pas ne pas vous parler des autotests, parce que vous avez lu ça dans beaucoup de médias, et parce que aussi on pense que le dépistage, eh bien, comme dit cette affiche française, l'excès de dépistage est bon pour la santé. Alors effectivement, je pense que c'est très très bien de se faire tester. Et d'abord, la plupart des gens seraient bien d'accord que leur médecin leur propose les tests. La plupart des médecins ne proposent pas systématiquement les tests, sauf pour certains groupes qu'eux considèrent comme très à risque. C'est probablement un petit peu dommage. Vous avez peut-être entendu hier aux nouvelles, nos amis français voient une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics VIH chez les plus de 50 ans. Et les plus de 50 ans, c'est rare que leur médecin traitant leur propose un test VIH. Et c'est probablement dommage, parce qu'il ne faut pas faire de caricature chez les gens auxquels on propose des tests. Quoi qu'il en soit, l'autotest fait désormais partie des options qui sont disponibles en Suisse pour faire les tests. C'est relativement facile, on a fait les démonstrations devant et on peut les refaire après, donc je ne vais pas m'étendre sur ces autotests et la manière de les faire. Il en existe 3 qui sont disponibles actuellement, l'autotest MEFA, les INSTI ou les tests Exacto. Ils coûtent entre 40 et 50 francs, mais on espère que peut-être ils vont coûter beaucoup moins cher dans un futur pas trop lointain. La Tribune de Genève a dit qu'ils étaient faciles à utiliser. C'est quand même le gold standard de l'utilisation des autotests. Donc je vous laisserai juger si vous pouvez. Vous n'hésitez pas à aller venir voir comment se passent ces autotests. Le stand du groupe SIDA et le stand de l'hôpital vous en proposent. Et je vais terminer ici l'aspect dépistage en disant que les autotests ne se substituent pas aux tests qui sont faits de façon conventionnelle par des soignants. Certainement pas. D'ailleurs, on n'a pas vu de baisse du nombre de dépistages à l'hôpital, par exemple à l'hôpital, puisque c'est là que je suis, en raison de l'arrivée des autotests. Mais c'est quand même très important de noter que ça amène une option supplémentaire et c'est exactement ce que l'on souhaitait. L'éradication. Alors c'est tout un chapitre parce qu'on a déjà pas mal réussi à contrôler l'épidémie. On a réussi à diminuer le nombre de nouvelles infections, on a diminué le nombre de décès liés au sida et on a augmenté en quelques années, en 18 ans, la couverture antirétrovirale de 3% à près de 60%. Donc on a déjà réussi beaucoup de choses avec les antirétroviraux. On a réussi à éliminer la transmission mère-enfant dans un certain nombre de pays. Ça, rien que ça, c'est déjà extraordinairement important. Même si on n'a pas éliminé le sida, puisqu'on parle tout le temps de ça, on a éliminé la transmission mère-enfant.
Malheureusement, pour arriver à l'éradication, il faudra probablement quand même passer par un vaccin ou par la guérison, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'éradication du virus en termes de pandémie. Alors le vaccin, on l'a annoncé très souvent, on ne l'a pas encore trouvé, et quand on me pose la question, chaque année je dis c'est dans 5 ans, donc 5 années je me trompe, donc cette fois je ne dis plus rien, mais en tout cas à moyen terme, il n'y a pas grand-chose qui se profile comme candidat vaccin pour qu'on ait un vaccin disponible dans 5 ans. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas d'immunité naturelle, on peut avoir des anticorps, et tous les patients VIH ont des anticorps, et ces anticorps ne protègent pas. On a des études sur les gens qui ne progressent pas, qui sont des élites contrôleurs, mais qui n'amènent pas vraiment d'éléments utiles pour mieux comprendre pourquoi ces gens-là sont protégés. Les candidats vaccins qu'on a testés ne sont pas immunogènes, au contraire, certains avaient même plutôt aggravé, augmenté le risque d'acquisition du VIH, donc évidemment on était bien loin du compte. Et puis les anticorps neutralisants, c'est une chose qu'on est en train maintenant d'essayer de comprendre. Il existe des anticorps qui pourraient neutraliser le virus, mais on ne sait pas très bien comment les solliciter. Donc on est un peu loin du vaccin, et j'ai repris cette diapositive de Bernard parce que malheureusement, on n'a à l'heure actuelle pas grand-chose à dire de plus sur le vaccin qu'en 1998. Mais les antirétroviraux, vous l'avez bien compris, ne guérissent pas du VIH. En fait, quand on arrête les antirétroviraux, le virus réapparaît. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'option actuelle, en routine, pour arrêter les antirétroviraux. Et pourquoi? C'est parce que le VIH persiste. Même sous traitement, le VIH existe encore dans le corps de la personne qui prend ces traitements. Le VIH reste. Pourquoi? Il reste parce qu'il se cache dans ce qu'on appelle les sanctuaires. Il se cache dans les gamètes, il se cache dans le cerveau, il se cache dans les ganglions des intestins. Donc il a un certain nombre d'endroits dans le corps où il est finalement relativement peu accessible et probablement assez peu accessible aussi au traitement. Donc il se cache bien, et en plus de ça, il se cache aussi dans des cellules immunitaires. Et malheureusement pour nous, il se cache dans des cellules immunitaires à très très longue durée d'action, très longue durée de vie, qui s'appellent d'ailleurs les cellules mémoire. Et il se cache dans quelques cellules mémoire, pas dans toutes. Et donc, ce n'est pas facile d'aller retrouver cette rose blanche dans la multitude des cellules mémoire que nous avons. Il est très difficile à l'heure actuelle encore de cibler la cellule mémoire qui contient du virus. Donc, vous voyez bien le défi auquel on est confronté pour guérir et éradiquer le virus à l'intérieur du corps d'une personne. Alors, les antirétroviraux ne guérissent pas, mais on peut limiter la taille du réservoir, donc les endroits où se cache ce virus. On peut le limiter par différents moyens, notamment par la thérapie génique. Alors je ne voulais pas en parler, mais ça fait 3 jours que tout le monde en parle. Donc la thérapie génique, vous en avez tous entendu parler, à moins d'être sur Mars, parce que vous avez entendu qu'il y avait ces 2 petites jumelles qui sont nées avec une délétion probablement du CCR5 acquise par thérapie génique. C'est assez effrayant ce qui s'est passé avec ces 2 jumelles. D'autant plus que c'était parfaitement inutile puisque la mère était séronégative pour le VIH. Mais ça montre simplement qu'on arrive déjà à l'heure actuelle à obtenir de fermer la porte à clé pour que le virus ne rentre pas dans les cellules, et qu'on peut faire ça par thérapie génique. Ça permettra de réduire le réservoir et peut-être être une clé lorsqu'on parlera de guérir les patients VIH. Actuellement, et malgré cette magnifique affiche que j'ai trouvée sur un tronc d'arbre à Abidjan, on a essayé d'appeler ce numéro de téléphone, mais je vous rassure, ça ne marche pas du tout. Donc malgré ce tronc d'arbre, il y a une seule personne au monde qui peut dire, je crois aujourd'hui, qu'elle est guérie du VIH. C'est un homme qui s'appelle Tim Brown, qui est assez, disons, qui se met facilement en scène, et qui dit et qui lui a été guéri parce qu'il a eu 2 transplantations médulaires avec une chimiothérapie, une radiothérapie, en raison d'une leucémie. Donc on voit bien que ce n'est pas le chemin du futur pour guérir 37 millions de personnes, mais c'est un homme qui, effectivement, peut dire qu'il a été guéri. D'ailleurs, je crois qu'il a une carte de visite sur laquelle c'est noté « Tim Brown, l'homme qui, le seul et le premier homme guéri du sida ». Quoi qu'il en soit, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il était sous PrEP. Donc il prend une prophylaxie de pré-exposition pour ne pas se faire réinfecter du VIH, ce qui est quand même, quand même le comble. Voilà. Donc,
finalement, pourquoi est-ce qu'on voudrait guérir du VIH? Parce que finalement, Tim Brown, qui avait une petite trithérapie, est sous PrEP, et on pourrait se dire, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir guérir. Je pense toutefois qu'il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'arguments pour guérir du VIH. D'abord parce que le VIH est encore très stigmatisé, en Suisse aussi. Vous avez vu que l'aide suisse contre le sida a dit que le nombre de reports pour les discriminations a augmenté jusqu'à 122 cas depuis le début de cette année, ce qui est le plus grand nombre de cas depuis plusieurs années. Donc la discrimination existe, en Suisse également. L'accès au traitement, c'est pas simple. C'est pas simple d'avoir même un comprimé par jour à vie dans tous les pays du monde et partout. La prise quotidienne du traitement est un fardeau. Et puis, évidemment, il y a aussi un poids économique au traitement du VIH. Deuxième raison, deuxième chose que les antirétroviraux ne peuvent pas faire, donc les antirétroviraux ne guérissent pas, et on n'arrive pas aujourd'hui à diminuer ou à supprimer le sanctuaire dans lequel se cache le virus. La deuxième chose que les antirétroviraux ne peuvent pas faire, c'est corriger les inégalités sociales de santé. Bernard vous a montré que les patients VIH vivaient presque aussi longtemps que les personnes qui n'étaient pas porteuses du virus. Mais c'est sans compter que même en Suisse, ce sont les personnes qui ont fait des études supérieures, des études secondaires, qui vivent plus longtemps, VIH ou pas VIH, que les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures. Et là, les antirétroviraux ne peuvent rien. Donc même si on augmente la durée de vie des gens jusqu'à un âge considéré comme constant, il y a toujours une différence entre la population qui est éduquée, donc ici en vert, ou la population qui n'a pas fait d'études supérieures. Et troisième point, je terminerai avec ça, supprimer la discrimination, les antirétroviraux ne peuvent pas. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup de pays dans le monde, ils sont ici en rouge, en jaune, beaucoup de pays qui criminalisent soit le fait d'être homosexuel, masculin ou féminin d'ailleurs, soit le fait d'être transgenre, transsexuel, soit par exemple même le fait d'être porteur du VIH, où certains pays ne vous accordent pas un visa si vous êtes séropositif pour le VIH. Ça a été le cas aux États-Unis pendant très longtemps, c'est encore le cas en Russie et c'est encore le cas en Australie. Donc il y a de nombreux facteurs qui entravent le monde entier dans la lutte contre le VIH, qui sont des inégalités liées au genre, on a vu le cas tout au début de ma présentation avec les jeunes filles d'Afrique du Sud, la criminalisation de certains aspects du travail du sexe ou des relations du même sexe, le fait d'avoir des centres de détention pour les usagers de drogue par voie intraveineuse, ou bien encore les restrictions d'entrée pour des personnes qui sont séropositives. Et je conclurai en disant que pour les plus jeunes dans la salle, le VIH c'est déjà de l'histoire ancienne. On s'approche toutefois d'un traitement qui deviendra, je l'espère, de plus en plus facile à prendre et universel. Les nouveaux médicaments, leurs nouvelles formulations, la nouvelle façon de pouvoir les administrer et les nouveaux mécanismes rendent le traitement VIH beaucoup plus facile et j'espère dans les 5 prochaines années beaucoup plus facile à prendre avec l'option d'une qualité de vie surtout qui sera encore améliorée. Mais on a encore de nombreux défis à relever au-delà même des antirétroviraux et notamment en terminer avec l'ignorance et avec la peur. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Bernard pour ces 2 exposés extrêmement passionnants, vraiment qui tracent en un peu plus qu'1 heure l'histoire du sida avec ses côtés noirs, ses côtés d'espoir et aussi des côtés noirs qui restent. Je m'appelle Barbara Boer, je suis médecin responsable d'unité de dépendance aux HUG. Je remplace le professeur Pugin qui a dû s'absenter pour gérer les 10 minutes, un quart d'heure de questions. Donc voilà, c'est la place à vous maintenant pour poser vos questions. Venez ici s'il vous plaît. S'il n'y a personne qui ose commencer, j'aurais très envie de vous demander, vous deux, un peu l'histoire, la situation actuelle et en 1 minute, comment vous pensez que ça va aller où maintenant et comment vous voyez, disons, une même présentation dans 10 ans ici, qu'est-ce que vous allez dire, vous pensez? Question piège. Je pense que
D'abord, je pense que le succès du traitement est irréversible. Je ne crains pas que soudainement le virus va redevenir résistant et tout. Je crois que l'extension du nombre de gens traités va continuer. Et je pense que le VIH en Suisse va être un problème parmi d'autres dans un système de santé qui croulera sous d'autres contraintes. Peut-être l'âge de la population toujours plus avancé, les maladies chroniques, etc. Au niveau mondial, je crois qu'il y aura une image contrastée avec des progrès importants dans certains pays et quelques zones qui font souci déjà maintenant, où sûrement ça ira pas mieux en 10 ans, notamment l'Europe de l'Est, à cause de l'extension de l'épidémie chez les utilisateurs de drogue, sans politique résolue de réduction de risque. C'est une situation assez explosive qui fait souci. Oui, c'est un peu une question piège, parce que je pense aussi que le succès du traitement, il est irréversible. J'ai pas peur. Le traitement va aller mieux, il va être de plus en plus facile. On n'aura pas de problème avec les résistances. On a suffisamment de médicaments qui peuvent être tout à fait efficaces, même sur des virus résistants. Ça ne me fait pas du tout peur. Ce qui m'inquiète peut-être un peu, c'est les finances. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a une compétition. Le réchauffement climatique, ou bien une compétition même avec des maladies. Donc, il y a une compétition pour ces financements. Et il y a une certaine fatigue liée au VIH. Le VIH, ça a été quelque chose d'extrêmement important il y a 30 ans, tout le monde se souvient de ça. Les jeunes aujourd'hui, pour eux, le sida, c'est déjà de l'histoire ancienne. Et pour nos dirigeants, le sida, il y en a un peu marre. On a donné beaucoup d'argent au sida, tout le monde nous dit que c'est bon, là, ça va, 90, vous avez réussi ce que vous voulez quoi de plus ? Donc moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas la science. Je pense qu'on aura encore des découvertes importantes. J'espère que dans 10 ans, dans une conférence comme celle-ci, on parlera du vaccin, on parlera de l'administration subcutanée, on parlera de qualité de vie. Je pense que je n'ai pas peur pour la science. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on aura besoin de financement pour que tout le monde ait accès à cette science. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je crois que rien n'est jamais acquis. Et que tout ce qu'on a acquis, qui a été quand même formidable, hein, l'alliance des politiques, l'alliance de la communauté, l'alliance des scientifiques, c'est tout à fait inédit dans la médecine, eh bien j'espère que cette alliance, elle va rester, d'ailleurs pour plus que 10 ans, mais c'est peut-être le point qui me fait le plus souci, c'est comment est-ce qu'on va encore fédérer autour de nous des efforts pour qu'on n'arrête pas maintenant. Voilà, 2 questions là. Voilà. Oh, parfait. Dans votre présentation, tout à l'heure, vous parliez des premiers cas de sida qui datent de 1920. Hein, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé donc, entre 1920 et 1980 finalement? Puisque à partir de 1980, il y a eu une explosion comme ça. Mais avant, pourquoi est-ce que c'est resté un peu concentré? Ou qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je pense que dans ces 60 années, il y a eu des infections isolées dues au VIH qui ont disparu dans la masse des maladies infectieuses en Afrique. Je crois que l'épidémie était très localisée, qui couvait à petit feu. Je dis ça parce qu'on sait qu'il y a eu d'autres instances de transmission de virus semblables au VIH qui n'ont pas fait de grandes pandémies, notamment en Afrique. Qu'est-ce qui a changé ensuite? Il y a le mouvement vers les villes, avec des possibilités de contamination plus importantes, la mobilité internationale, et ensuite, dans les populations homosexuelles, il faut quand même dire que les mœurs sexuelles des homosexuels américains à l'époque étaient assez particulières, avec un grand nombre de partenaires, qui a permis donc l'augmentation des cas et avec un système médical qui était performant et qui a pu découvrir quelque chose qui était nouveau, ce qui était dans la brousse africaine impossible. Voilà. Oui, merci bien. Tout d'abord, merci pour votre discours, votre présentation. J'avais une question par rapport à la qualité de vie des personnes donc, qui ont ce
cette maladie, notamment par rapport aux effets secondaires. Vous avez simplement parlé donc de Twitter, de Dr Google, là, en mentionnant qu'il y avait des bons et des mauvais feedbacks. Mais on sait que les premiers traitements, notamment l'AZT ou bien des traitements, ils étaient très très lourds pour ces personnes. Donc il y avait vraiment des effets secondaires qui étaient quasiment, qui étaient difficiles à supporter, comme des fatigues, enfin d'autres symptômes. Et la question c'est, est-ce que maintenant, bon, sans donner tous les détails, les traitements, est-ce qu'ils ont vraiment évolué? Est-ce que aussi cette PrEP, finalement, ça peut être assez intéressant de prendre, surtout celle qui est prise sur 3 jours, là, avant, pendant, après. Est-ce que finalement la personne, comme cette personne qui a guéri du sida, elle se dit je prends un traitement et finalement j'ai aucun effet, je le sens pas tellement, je le prends et finalement c'est assez sympa, ça me prévient sans avoir trop d'effets secondaires. Est-ce que c'est un peu le cas? La personne qui prenne ces nouveaux traitements, donc l'ART ou cette PrEP, est-ce que finalement c'est quasiment, on va dire, on ressent pas grande chose au niveau des effets secondaires? C'est ça la question en général, hein, c'est pas vraiment cas par cas. Oui, vous avez tout à fait raison, je ne l'ai peut-être pas mentionné de façon suffisamment claire, mais il y a un grand changement déjà pour la première partie de votre question entre les premiers traitements, même les premières trithérapies 1996, et les traitements qui sont prescrits actuellement. Je pense qu'il n'y a rien de commun. On passait à l'époque beaucoup plus de temps à gérer les effets indésirables que finalement même l'efficacité du virus, et parfois on compromettait la réponse virologique parce qu'on avait peur des effets indésirables. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'il y a, bien sûr, il y a toujours des effets indésirables, mais je crois qu'ils n'ont plus rien à voir avec ceux qui ont pris des premiers traitements dans la fin des années 90. Pour la première partie de votre question. La PrEP, c'est encore plus intéressant, puisque là, c'est une partie de la trithérapie, donc c'est une bithérapie, la PrEP, que l'on prescrit à des gens qui sont séronégatifs pour le VIH. Eh bien, vous avez raison de le mentionner, chez ces patients, les effets secondaires sont quasiment inexistants. Et donc, cette bithérapie est très bien tolérée, on voit très peu d'effets secondaires, et c'est vraiment pas le problème principal de la PrEP. Je dirais que le problème principal de la PrEP, c'est de la prendre. La PrEP, ça fonctionne très très bien si on la prend bien, mais si on ne la prend pas, ça ne fonctionne pas bien du tout. Donc c'est assez logique, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on aimerait bien avoir des anneaux vaginaux pour les femmes, où il y a des gels rectaux, etc. Parce que la PrEP, il faut y penser finalement, c'est un peu comme la pilule contraceptive. Et d'ailleurs, la pilule, je ne l'ai pas mentionné, mais je l'avais dans mon dia, la pilule contraceptive marche moins bien quand on la prend tous les jours plutôt que si on met un stérilet. Donc voilà, c'est un peu pareil pour la PrEP. Donc la PrEP a très peu d'effets secondaires. C'est pas les effets secondaires qui font qu'on oublie de prendre la PrEP. La PrEP, on l'oublie parce que, évidemment, justement, on ne la sent pas. Mais je dirais que les effets indésirables de la PrEP sont extrêmement limités. La plupart du temps, en tout cas, les patients qu'on a vus ne s'en plaignent pas. Pour 2 questions. Là, là. Merci pour votre présentation à tous les deux. Je souhaiterais qu'on parle aussi de cette possibilité d'être traité dans les 72 heures suite à une relation sexuelle qui nous paraît peut-être dangereuse. On n'en parle pas assez souvent aux personnes et je crois qu'elle est aussi importante parce qu'on parle beaucoup de la PrEP. Il me semble que c'est important parce que ça sauve des vies, ça sauve les personnes déjà et de contaminer d'autres personnes, même si au départ on était un peu réticents parce qu'en France par exemple elle a été tout de suite remboursée par la sécurité sociale et on s'est dit mon Dieu, il y a plein de gens qui sont très malades et on ne leur paye pas de médicaments et puis aux personnes pour qu'elles s'envoient en l'air, excusez-moi du terme, à longueur de journée, on leur propose un médicament. Aujourd'hui, on sait qu'il est important, ce médicament, pour les communautés très actives. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de ce qui est possible pour les jeunes personnes qui ne sont pas au courant et qui peuvent être traitées très rapidement dans les 72 heures quand elles ont un gros souci, ou elles pensent avoir eu un gros souci parce qu'elles n'ont pas pris de précaution. Oui, c'est parfois un peu confusogène, je dirais, la différence entre la PrEP et la PEP. Là, vous parlez de la PEP. La PEP, c'est le traitement de post-exposition. Voilà. La PrEP, c'est de pré-exposition. La PEP, c'est un petit peu différent. C'est un traitement complet, donc une trithérapie que l'on donne sur 1 mois. Et ce n'est pas 72 heures, c'est 48 heures. Donc, en tout cas, en Suisse, c'est 48 heures. Donc, effectivement, la plupart des centres de soins, ou en tout cas à l'hôpital cantonal, dans les 48 heures après une relation sexuelle à risque, ou que l'on pense être à risque, on peut venir demander conseil à l'hôpital et obtenir, si on est éligible, une PEP, une prophylaxie de post-exposition. Tout à fait. Dernière question.
Bonsoir. Je voulais juste savoir, imaginons deux personnes dont l'une serait justement qui aurait le sida, mais qui ne le sait pas, donc par précaution, elles utilisent un moyen de contraception préservatif, par exemple. Jusqu'à quel point est-ce que c'est efficace pour pas que ça se transmette? Parce qu'il arrive que quand même avec un préservatif, les deux sexes sont en contact, des liquides peuvent être en contact. Jusqu'à quel point c'est pas transmissible? Est-ce que vous comprenez ma question? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Donc, vous parlez de personnes qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs, qu'ils ont le VIH. Donc. Oui, et que du coup, suite à un rapport sexuel, même avec préservatif, est-ce qu'il y a quand même une possibilité, même réduite, d'avoir le sida ou pas? Alors, disons, le préservatif est très efficace comme prévention. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de toujours l'utiliser de manière parfaite. Il y a des préservatifs qui cassent, etc. Et donc, dans la vie réelle, l'efficacité du préservatif dans la prévention n'est pas 100% pour cette raison-là. L'autre désavantage du préservatif, que ce n'est pas très populaire. Hein, je crois que la plupart des gens préfèrent ne pas utiliser les préservatifs s'ils peuvent. Et donc, il y a ce qu'on appelle condom fatigue, la fatigue du préservatif qui fait qu'il est parfois et souvent pas vraiment utilisé quand il devrait être utilisé. Mais c'est un moyen efficace quand il est utilisé comme il faut et qu'il ne casse pas. Pour garder encore un temps informel, je propose d'arrêter les questions ici maintenant. Les deux orateurs vont rester, donc vous pouvez encore poser des questions. Je tiens à les remercier beaucoup. Je tiens aussi à remercier l'Université de Genève, l'hôpital cantonal, le groupe SIDA Genève et les PVA qui ont organisé cette soirée. Et les associations restent dehors avec l'apéro, donc n'hésitez pas à les contacter. Merci à vous.